Qu'est-ce qu'on peut dire directement? Qu'est-ce qu'on peut dire? Peut-être on peut commencer par l'aspect de l'attaque de Denver contre la défense de Minnesota, peut-être ce côté-là du terrain. Mais c'est vrai que la première chose que j'aurais envie de dire, et même si bon, je l'entends un peu partout et c'est normal, mais je pense qu'il ne faut pas non plus réduire ça, l'attaque de Denver, à simplement la question des match-ups directs. Parce que c'est vrai, commençons par ça, Minnesota est peut-être une des seules équipes en NBA qui a un sacré matos pour bloquer Jokic. Alors, non seulement un peu une première option défensive, si on peut dire, mais même une certaine rotation derrière, quoi. Ce qui n'était, par exemple, pas du tout le cas de Miami l'an dernier, qui avait Bam Adebayo qui a été fantastique, mais derrière, c'était un peu, voilà, c'était pas top. Là, c'est vrai que non seulement on a évidemment Rudy Gobert qui est un excellentissime défenseur, mais en plus, donc, on a de la profondeur en termes d'intérieur. Donc, on a 3 vrais intérieurs défensifs qui, au moins, ont les compétences, mais surtout la charpente peut-être pour ce match-up direct. Et en plus, on a aussi la formule magique qu'on connaît, c'est-à-dire même pas forcément mettre Rudy Gobert sur Jokic, mais faire la technique habituelle de on met le deuxième meilleur sur Jokic, et puis on met Gobert en deuxième rideau. Voilà, le classique, qui a déjà été fait d'ailleurs l'an dernier sur la série du premier tour entre Minnesota et Denver, donc c'est-à-dire Karl Anthony Towns sur Jokic, plus donc en deuxième rideau, totalement libre, un peu de marquage en deuxième rideau, Rudy Gobert. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est un très bon point, évidemment, si en plus on rajoute à l'équation Naz Reid, qui n'est pas un excellentissime défenseur non plus, mais de toute façon personne ne peut stopper Jokic ou Embiid ou ce genre de mec, mais il est quand même assez solide, je trouve aussi, et même s'il ne l'était pas, au moins c'est quelqu'un de grand et long, donc il y a aussi ce genre d'outils, tout simplement. Mais voilà, effectivement, si on doit commencer par ça, par quelque chose en tout cas, pardon, c'est par ça. Mais le premier point que j'ai envie d'aborder dans cette preview, c'est que l'attaque de Denver, ce n'est pas ça, et ce n'est pas que ça. Certes, il y a un peu ce côté match-up direct qui peut être éventuellement bien défendu de la part de Minnesota, mais l'attaque de Denver, c'est pas que ça. C'est pas du tout que ça, même, j'ai envie de dire, parce que il y a d'un côté le problème Jokic, un peu, effectivement, donc c'est un peu ce côté, on isole un peu le scoreur ou le problème Jokic en soi, le scoring de Jokic, mais c'est vrai que tout le reste, derrière, même si on arrivait à régler cette problématique, ça ne règle pas forcément la problématique plus générale de l'attaque de Denver et du jeu collectif autour de Nikola Jokic. Parce que c'est vrai qu'une des forces de Minnesota, ça a été assez souvent d'arriver à réduire un peu la portion de tirs pris par Jokic lui-même, ou de réduire cette attaque-là, ces points qui venaient directement de Jokic. Mais l'attaque de Denver, ce n'est pas que ça. C'est même là toute la force de Jokic comparée à d'autres. Voilà. Notamment pourquoi est-ce que Jokic était un attaquant plus complet, qui produit de meilleures attaques à l'échelle collective que Embiid, qui pourtant est un scoreur de 1 contre 1 absolument implacable aussi. C'est que justement, à Jokic, il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout un passing derrière, il y a toute une synergie collective qu'il est capable de créer, etc., etc., vous connaissez. Mais j'insiste là-dessus parce que, oui, la question du match-up direct peut être relativement bien gérée par Minnesota, mais ça ne veut pas dire que ça règle la question offensive. Alors après, Minnesota aussi a d'autres atouts. Il n'y a pas que le secteur intérieur. Il y a aussi justement toute la densité sur l'aile, la profondeur d'aile extérieure, donc ce sont les ailiers et les arrières même. Voilà, on va pas les citer, enfin si on peut les citer, allez, allons-y, allons-y. Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Nickel Alexander Walker, même à la limite, quelqu'un comme Mike Conley qui est encore compétent, etc., etc. Mais principalement ces 4-là, on est quand même sur du très 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 solide au niveau des lignes arrière. Donc en effet, oui, Minnesota également possède de bons atouts. Donc c'est vrai que, bon, on a un peu ce match-up un peu parfait, parfait, je sais pas, mais ça peut, c'est un fit qui va un peu dans les deux sens, quoi. Parce que, certes, défensivement, on a cet aspect où Minnesota peut potentiellement un peu matcher un peu partout, c'est-à-dire à la fois sur la défense frontale de Jokic, mais aussi sur le développement du jeu collectif avec leurs lignes arrière et la défense globale, je veux dire. Et de l'autre côté, voilà, Denver, ça reste Denver. Donc, pour moi, en termes de preview, c'est vrai que j'ai aucune capacité déjà à prédire l'avenir. Ça, je l'ai bien montré. Mais non, mais je peux pas vous dire, un côté du terrain, ou un aspect, de ce côté-là du terrain, une équipe semble avoir l'avantage sur l'autre. Non, je pense pas. Je pense qu'on va avoir à faire une belle bataille tactique, pardon. Et donc, justement, plutôt que vous dire, il va se passer ça, je vais essayer de relever quelques points tactiques essentiels, des points de bascule. Voilà. Je ne saurais pas vous dire de quel côté ça va basculer, mais je peux vous dire quels sont un peu les points de bascule pour moi. Déjà, premièrement, assez simplement, à quel point est-ce que le scoring de 1 contre 1, ou en tout cas le scoring frontal de Jokic, va marcher ou pas. Parce que c'est un peu toujours la grande question.
et il n'y a pas vraiment d'équipe qui arrive à le stopper. Je sais que, encore une fois, Minnesota l'an dernier, c'était plutôt pas mal. Certaines équipes y arrivent plutôt pas mal, même cette année, en saison régulière, c'était pas mal aussi. Donc ça peut être fait, mais en même temps, Jokic, ça reste Jokic. Voilà, c'est pas le meilleur scoreur du monde pour rien, c'est pas le scoreur au poste bas le plus implacable de NBA depuis 3-4 ans pour rien. Les chiffres sont formels, les images de match sont formelles. On a vu aussi que, voilà, même Anthony Davis, même lui, il passait à la casserole assez souvent sur la série qu'on a vu avant. Voilà, Jokic, le meilleur joueur du monde, et notamment le meilleur scoreur du monde au poste bas, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour le stopper. Donc il y a forcément un peu cet aspect pour moi. C'est pas que ça, c'est un élément, je vais vous citer plein d'éléments qui, petit à petit, bout à bout, sont plein de points de bascule potentiels qui vont pouvoir peser d'un côté ou de l'autre. Mais pour moi, le premier, c'est à quel point est-ce qu'on va arriver à débloquer un peu ce scoring de 1 contre 1 de la part de Jokic. Scoring de 1 contre 1, scoring un peu frontal, on peut dire un son scoring, on va dire, que ce soit 1 contre 1 ou même parfois 1 contre 2, ou ce genre de choses. Mais voilà, le scoring de Jokic, pour moi, est un intérêt de cette série, un point de bascule assez évident, parce que Minnesota a les atouts. Mais de l'autre côté, lui, il est quand même pas mal. Donc à voir, premièrement. À voir aussi à quel point, autre point intéressant pour moi, à quel point le premier rideau défensif de Minnesota est capable d'annihiler les écrans. Parce que, très concrètement, comme on a dit, ils n'ont pas que la défense intérieure, ils ont aussi une escouade d'ailiers d'extérieur défensif assez incroyable. Or, la force de Denver, c'est justement tout un jeu d'écran, tout un jeu de mouvement autour de Nikola Jokic. On est d'accord, mais à quel point est-ce que Minnesota n'est pas fort au point de devenir un peu tout perturbé? À quel point est-ce que, si on a, je dis n'importe quoi, mais si on a Edwards, McDaniels, Nickel Alexander Walker, pardon, c'est pas facile à dire, Now, on va l'appeler Now, et Mike Conley, qui en fait traverse tous les écrans et annihile tout décalage ou quasiment tout décalage sur les pick and roll, à quel point est-ce qu'on ne va pas la voir, cette fameuse attaque fluide et plein de synergie et de mouvement de Denver? Et là-dessus, j'ai pas la réponse en fait. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que pour moi, c'est clairement un point de bascule évident parce que on n'a pas affaire à n'importe quelle défense. Voilà, c'est un peu ça l'idée, c'est que on n'a pas du tout affaire à n'importe quelle défense. Donc à quel point est-ce que Minnesota n'est pas justement fort, et à ce point fort pour que les écrans et pour que le mouvement et que les pick and roll normaux, pick and roll inversés, les sorties d'écran de Michael Porter Jr., à quel point est-ce que Minnesota, avec sa navigation d'écran, voire avec les aides qu'ils peuvent aussi apporter en plus sur l'écran, hein. Donc pas que l'écran en lui-même, mais si quelqu'un vient aussi boucher le terrain ou compenser pendant que le mec traverse l'écran, à quel point tout ça va pas faire que sur les écrans, sur le décalage, les mecs de Minnesota vont être là, allez, une demi-seconde plus tôt que la moyenne, voire même que la moyenne des bonnes défenses. À quel point, vraiment, les Wolves sont pas à ce point fort, en fait. C'est une vraie question que j'ai parce qu'en fait, ils sont vraiment balèzes. Et donc, oui, là-dessus, qu'est-ce qui se passe si en premier rideau, notamment par exemple du pick and roll Jokic-Murray, qu'est-ce qui se passe si Jamal Murray n'arrive pas à se détacher du tout de Nickel Alexander Walker? Qu'est-ce qui se passe? Ou qu'est-ce qui se passe si on lui met par exemple sur le dos, à la place, un Anthony Edwards, qui pareil peut être extrêmement impressionnant et élite en termes de navigation d'écran et de rester accroché? Qu'est-ce qui se passe si sur le pick and roll 1-5, le pick and roll poste 1, poste 5, le Jokic-Murray, qu'est-ce qui se passe si Anthony Edwards il arrive à rester accroché à Jamal Murray? Parce que, en un sens, et j'arrête pas de le répéter moi sur le basket là, mais Jokic, la force de Jokic et de ce pick and roll, c'est pas tant Jamal Murray, même si Jamal Murray est pas mal, mais la force de ce pick and roll, c'est que Jokic arrive à dicter les couvertures défensives que tu es capable d'avoir. Et notamment, pourquoi est-ce que on l'a décortiqué en finale NBA, je l'ai décortiqué là sur YouTube si vous voulez, mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois que Jamal Murray sort de son pick and roll, il a de l'espace pour aller sur ses spots? C'est parce que la défense peut pas être trop agressive sur lui en fait. Parce que derrière, il y a Jokic qui peut faire le pick and pop à 3 points, qui peut faire le pick and pop à mi-distance, qui peut rouler un peu dans l'entrejeu, j'allais dire. Oui, l'entrejeu pour le petit flotteur, etc., etc. Ou alors tu peux pas non plus faire trop de pression sur le ballon parce que du coup, ça pourrait libérer le passing par-dessus. Et donc, si tu donnes une situation ensuite de short roll, de 4 contre 3 pour Jokic, parce que tu en as mis 2 sur le ballon sur Jamal Murray, c'est mort en fait. Hein. Tu donnes pas ce genre de situation à Jokic, qui est le meilleur passeur du monde. Bref, Jokic dicte à peu près toutes les couvertures défensives qui sont pratiquées sur pick and roll, de par sa dangerosité de score et de passeur, hein, très simplement. Mais donc, que se passe-t-il si, malgré ça, on n'a pas en plus un Jamal Murray qui n'a pas tant de place que ça, parce que, certes, le défenseur intérieur reste sur Jokic ou ne monte pas très haut sur lui, mais dans le même temps,
Dans le même temps, le premier rideau suffit à faire la différence tout seul. À quel point est-ce que Jokic ne va pas dicter un drop ou un soft edge et donc pas trop de pression sur le ballon, mais à quel point est-ce que la première défense de Minnesota ne va pas arriver à faire le travail un peu d'elle-même, quoi. Le premier rideau, je veux dire. Pour moi, c'est aussi une possibilité et ça me paraît pas si fou que ça qu'on ait ce premier rideau qui vienne un peu neutraliser tout le jeu en tout cas une partie du jeu de pick and roll, du jeu d'écran, etc., etc. Une autre source d'attaque d'ailleurs qui est assez intéressante, c'est Michael Porter Jr. qui vient faire des sorties d'écran, par exemple. Bon, que se passe-t-il si Michael Porter Jr., plutôt que d'avoir sur le dos LeBron James qui parfois triche un peu, qui démarre en retard, ou autre exemple comme ça, que se passe-t-il si Michael Porter Jr. il est défendu par McDaniels, qui est un maestro de la navigation d'écran? Ou que se passe-t-il s'il est défendu par Anthony Edwards, qui reste accroché parfaitement, et que non seulement il a Michael Porter Jr., il a son défenseur qui reste accroché à travers l'écran, et donc qui est directement sur lui quand il reçoit le ballon, mais en plus, il y a l'aide aussi qui vient depuis le défenseur du porteur de balle qui abandonne le porteur de balle, et qui vient en plus bouger l'espace ou empêcher de prendre un tir pendant une fraction de seconde avant de revenir sur son propre attaquant. Voilà, on a un tel quadrillage du terrain et une telle capacité à être étouffant et à vraiment ne concéder aucun décalage sur les écrans, que pour moi, oui, ça peut être un point de bascule, voire même le point de bascule crucial de cette série. Parce que comme dit, scoring de Jokic, ok, la synergie offensive, le mouvement, etc., ok, mais j'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu, cette équipe de Denver se frotter à une défense à ce point complète, et notamment à ce point terrifiante en termes de lignes arrière. Je me fais un peu l'historique dans la tête là rapidement, mais l'an dernier, Miami avait quand même, on n'était pas au même niveau, Miami en termes de défense extérieure, mine de rien. Finale de conf, c'était les Lakers qui n'avaient pas du tout le même personnel non plus, avec Austin Reeves, DeAngelo Russell, etc., etc. Pareil pour Phoenix au deuxième tour l'an dernier. Qu'est-ce qu'ils avaient fait aussi au premier tour l'an dernier en 2023 ? Ah bah oui, pardon. C'était Minnesota l'an dernier justement au premier tour, mais on n'était pas sur le même niveau, notamment on a plein de jeunes qui sont largement meilleurs que l'an dernier, de tout ce qui est les lignes arrière notamment, Edwards, McDaniels et même Alexander Walker. Donc oui, je pense que ça va être un choc et un test assez révélateur parce que c'est un peu le mythe du qu'est-ce qui se passe quand on a l'arme indestructible qui rencontre le bouclier indestructible. Vous connaissez ça, je raconte très mal les histoires, les légendes d'autrefois, les mythes, mais non, mais qu'est-ce qui se passe? C'est en ça que je suis à ce point intrigué et intéressé par cette série, c'est que on a ça en fait. On a un peu le côté l'attaque ultime, ou bon, pas loin, j'exagère un peu, mais l'attaque ultime face à techniquement aussi la défense ultime théoriquement. Donc hâte de voir qu'est-ce qui va céder. Est-ce que c'est l'arme parfaite et indestructible qui va détruire le bouclier, ou est-ce que c'est le bouclier parfait qui va détruire l'épée qui est censée tout trancher? Je ne sais pas, mais en tout cas, il ne peut pas ne rien se passer, mécaniquement. Donc voilà, à suivre, point de bascule, le premier rideau et la navigation d'écran, en fait, de cette équipe de Minnesota. Autre point de bascule aussi pour moi, un point à noter en tout cas, c'est quid de Aaron Gordon, puisqu'on est aussi de ce côté-là du terrain, et notamment le côté, le profil de puissance d'Aaron Gordon, qui est tout à fait capable, quand il a le mauvais match-up, d'aller au poste bas pour se la jouer en puissance, quand il a un mismatch, d'aller l'attaquer aussi, ou qui joue très puissant, en fait, très, très, très dur autour du panier, qui n'a pas du tout, d'ailleurs, le shoot. Je pense que c'est aussi une des leçons de la série d'avant, c'est que ça y est, l'an dernier, c'était un peu plus équilibré. Là, je trouve que les Lakers ne l'ont pas du tout respecté mais alors pas du tout, sur la série du premier tour. Donc voilà, je pense qu'il faut s'attendre à ce qu'on n'ait pas un bon spacing de la part de Gordon, mais on a cet aspect très puissant et très attaque frontale, dos au panier, poste bas, etc. quoi. Et là-dessus, c'est vrai que c'était aussi un des intérêts d'avoir Hachimura sur la série précédente, ou alors LeBron, c'est qu'on avait des profils un peu gros, un peu costauds, pour un peu annihiler ça. Et donc je me demande ici, sur cette série contre Minnesota, cette fois, qui va pouvoir faire ça? Qui va faire ça? Parce que Hachimura et LeBron, c'était un peu des bons profils pour ça, mais que va-t-il se passer sur cette série? Est-ce qu'on va mettre Rudy Gobert sur Gordon pour le permettre à Gobert d'être un peu dans ce rôle du safety, du libéro, qui est sur un non-shooter, et donc il peut se balader un peu partout parce qu'il ne craint pas le shoot et la menace de Gordon dans le périmètre? Est-ce qu'on va plutôt partir sur Karl Anthony Towns? Est-ce que sur des line-up un peu plus petits aussi, finalement Minnesota, ils n'ont pas ce profil un peu twinner, un peu entre les deux, quoi. Soit ils jouent très gros avec des vrais intérieurs, soit ils vont jouer avec un peu plus small ball, mais
À quel point, voilà, il n'y a pas de... Sur du small ball, si on a McDaniels en poste 4, bah McDaniels, c'est pas très costaud, quoi. Donc ça peut se faire attaquer par Gordon. Donc voilà, aussi un point à noter. Autre point de bascule aussi, assez rapidement, mais assez évident, c'est l'efficacité de Denver au niveau des 3 points. Ça paraît assez bête, mais c'est vrai que sur la série du premier tour, il n'y a quasiment rien qui est rentré. Je pense que vous avez vu tourner un peu les stats, mais hormis Jokic et hormis Michael Porter Jr., les tirs à 3 points ne sont pas du tout rentrés contre les Lakers. 24% d'efficacité au premier match, 17%, allez, 18% au deuxième, 30% au troisième et enfin 42% au quatrième match. Mais à quel point est-ce qu'on ne va pas aussi, ou est-ce qu'on est en droit d'attendre aussi un peu un retour à la moyenne en fait, et notamment un peu plus de shot-making, parce que là c'est vrai que contre les Lakers, on l'a pas du tout eu. Donc voilà pour ça qui est un point très simple, hein, mais assez évident. Bah oui, si Denver recommence un peu à mettre ses 3 points, bah, ça va quand même aller mieux, quoi. Ça va forcément aller mieux que si tu ne les mets pas, surtout face à cette défense qui peut être étouffante à l'intérieur. Donc voilà. Également, je parlais un peu de premier rideau et de défense extérieure, etc. Je parlais de Jokic aussi, mais quid de la seconde unit pour moi? Ça peut être un vrai point de bascule et de vraies séquences de jeu qui peuvent faire gagner Minnesota, à mon sens. C'est la question de la seconde unit, parce que, ok, avec les titulaires, Jokic, de toute façon, tu as un niveau minimum plancher qui reste assez haut. Et puis, voilà, la théorie du joueur, la théorie de Jokic, c'est la solution à tous les problèmes. C'est un peu ça. C'est l'idée du joueur, c'est un peu ça. Jokic, c'est qu'il n'y a pas de bonne solution. Mais, par contre, de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe quand Jokic sort du terrain et qu'on passe sur de la Jamal Murray offense? Ben, en général, c'est quand même beaucoup moins bon. Donc, je mets ça aussi en point de bascule, parce que moi, ma question, c'est à quel point est-ce que ça va être moins bon? À quel point on va avoir encore un shot-making vraiment de Jamal Murray qui va être dingue et qui va maintenir un peu les Denver à flot? Ou à quel point est-ce que là encore, la défense étouffante de Minnesota, notamment sur la seconde unit, va pas aussi enfoncer le clou? Parce que si c'est des minutes pas trop catastrophiques, ça va. Mais si par contre, on a vraiment des gros trous d'air parce que Jamal Murray qui doit faire le pick and roll avec DeAndre Jordan ou alors avec Aaron Gordon sur des line-up un peu plus petits, et qu'en face, ça fait du switch all absolu parce que c'est les seuls moments de la série où on va pouvoir faire du switch, et du switch all, ça va être quand Jokic n'est pas sur le terrain, évidemment. À quel point, pour moi, et c'est peut-être même le point central, alors, peut-être pas le point central, mais un énorme point de bascule pour moi, c'est à quel point la seconde unit va être embêtée et engluée va se retrouver englué par cette défense de Minnesota. Parce que là, à mon avis, il y a un vrai coup stratégique à faire. Jokic ne peut pas jouer 48 minutes, évidemment. Je me demande à quel point est-ce que Minnesota va pas aussi organiser ses rotations pour justement être absolument monstrueux aussi, ou surtout même, sur ces séquences de jeu. Je pense que c'est probable, et je pense que il existe un monde où la Jamal Murray offense, bah, ça galère quand même un peu plus que face à la normalité des défenses, voire même face à la norme des bonnes défenses NBA. Donc, il y a ce point-là. Minnesota, c'est pas n'importe quelle bonne défense, ça peut être une défense étouffante. Quid aussi de qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas non plus le shot-making habituel de Jamal Murray sur les grands matchs, et notamment sur ces séquences-là, ça peut être compliqué. Quid aussi, par extension, de qu'est-ce qu'on fait avec sa seconde unité? Est-ce qu'on reste avec Aaron Gordon, ou est-ce qu'on va essayer d'offrir un partenaire de pick and roll de type, attention, hein, de type d'André Jordan, ou est-ce qu'on ressort de sa boîte Zeke Nagy? Je sais pas, mais le problème, en tout cas le doute que j'ai, c'est que si tu restes avec Aaron Gordon, tu ne vas pas craindre du tout le pick and roll, tu vas pouvoir faire un switch all, et que voilà, tu crains pas du tout la verticalité d'un Gordon. Donc pour la défense de Minnesota, c'est d'autant plus facile à défendre, je pense. Donc voilà, pour moi, les minutes de la seconde unité, c'est à ce point important, parce que, ok, Minnesota est élite, mais avec Jokic, tu peux surnager, mais par contre, sans Jokic, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe sur la fameuse attaque des pick and roll de Jamal Murray? C'est problématique. Et puis, pour terminer un peu sur ce côté attaque de Denver versus défense de Minnesota, je vois que je fais beaucoup plus long que ce que j'aurais pu penser à la base. Je pense toujours que j'ai moins à dire, et finalement, j'ai beaucoup à dire. Mais non, il va y avoir aussi des batailles un peu fascinantes sur certains points clés, notamment sur le jeu des possessions. Vraiment, on a parlé un peu tactique, pick and roll, défense de premier rideau, deuxième rideau, etc., etc. Maintenant, pour passer un peu plus sur l'aspect un peu plus macro, peut-être, de stratégie et de jeu des possessions. Premièrement, quid de la bataille des turnovers? Et donc, par là, j'entends de la bataille des turnovers offensifs de Denver versus la capacité à créer des turnovers défensifs, donc
de Minnesota. Vraiment, je reste de ce côté-là du terrain pour l'instant. J'inclus pas les deux côtés du terrain. Je reste de ce côté-là. Et c'est vrai que, en fait, la force de Minnesota, c'est qu'ils sont plutôt pas mal pour ne pas faire beaucoup de pertes de balles. Parce que, ben voilà, la balle transite beaucoup entre les mains d'un excellent decision maker, comme on dit, pardon, en anglais. Quelqu'un qui prend de très bonnes décisions. Jokic, évidemment. Donc, c'est plutôt une bonne attaque qui perd très peu de ballons. De l'autre côté, Minnesota, ils sont quand même pas mal pour les créer, les turnovers. Donc, là aussi, point clé et point de bascule, je ne sais pas de quel côté ça peut basculer, mais à mon avis, c'est un point intéressant à suivre. La bataille des possessions, parce que sur ce genre de match qui vont être des matchs très disputés, ben voilà, c'est pas pareil ici, il y a un écart de possession de plus 2, plus 3, ou alors de plus 15, quoi. Est-ce que, je pose la question très simplement, plus simplement peut-être, qu'est-ce qui se passe si Minnesota arrive à créer 10 ou 15 turnovers de plus que d'habitude par rapport au standard de Denver, en fait? Qui va gagner cette bataille entre la défense d'élite et étouffante de Minnesota qui a de vrais playmakers défensifs? Que se passe-t-il quand ça affronte une équipe qui généralement est plutôt bonne pour conserver ses ballons et ne pas perdre les ballons? Pour moi, c'est un vrai point clé. Et d'ailleurs, c'est là-dessus où on dézoome un peu et on voit le match à une échelle plus globale aussi. Pourquoi est-ce que pour moi, c'est peut-être même le point clé de cette série? C'est que, évidemment, déjà, si tu crées des turnovers, ça fait des cartouches en moins, des possibilités, des possessions où il n'y a pas un tir qui est pris à la fin par Denver. Or, Denver, ils vont scorer moins de points s'ils prennent moins de tirs, forcément. Donc, tu as cette première conséquence, mais tu as même la deuxième, pour moi, qui est que Denver est une extrêmement mauvaise défense de transition. Et ce qui paraît normal avec Jokic, notamment. Mais ce qui est intéressant, c'est que on peut regarder les chiffres de transition défensive. Et en fait, on voit qu'en termes de fréquence de contre-attaque concédée, alors notamment, je n'ai pas précisé, on peut séparer les transitions défensives en les transitions qui surviennent après une perte de balle et les transitions qui surviennent après un rebond. Voilà. Le site de Clean the Glass nous permet de faire la distinction entre les deux, donc faisons-la. Et notamment, pourquoi est-ce que je pointe du doigt précisément les turnovers, en fait? C'est parce que, comme dit, déjà, il y a ce duel entre, d'habitude, ils perdent peu de ballons, Denver et Minnesota en créent pas mal, donc de quel côté est-ce que ça va pencher, cet élément-là? Mais deuxièmement, donc, en termes de défense, de la contre-attaque défensive, Denver qui perd peu de ballons, en termes de fréquence, ils sont pas mal, ils concèdent très peu de contre-attaque défensive à partir d'une interception, ok, mais par contre, en termes d'efficacité, donc le nombre de points concédés par contre-attaque suite à une interception, ils sont 30e de NBA. 30e sur 30. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un peu un double effet qui se coule, en fait, pour moi, dans le sens où ce jeu des possessions et ce jeu des possessions sur les interceptions et sur les turnovers, pour moi, il est doublement clé. Parce que il va priver Denver de cartouches offensives et de tirs, évidemment, mais il peut aussi décupler dans le sens inverse et décupler les dégâts de ceci, en offrant pas mal de points et de points faciles et de points très rentables à Minnesota. Donc ça peut vraiment être un point bascule. Vous savez, c'est comme parfois on a des possessions où il y a un tir à 3 points qui est manqué, et de l'autre côté, l'autre équipe met le tir à 3 points. Et donc on passe de moins 3 à égalité, par exemple. Où voilà, et en fait, ça n'a l'air de rien, mais c'est comme disent parfois les commentateurs, c'est un 6-point swing. C'est une action qui vaut 6 points, en fait. Parce que la première équipe qui manque le 3 points, elle aurait pu passer à plus 6. Finalement, elle reste à plus 3. Et derrière, en plus, elle se prend elle-même un moins 3. Enfin, l'équipe adverse marque un 3 points et donc on revient à 0, quoi. Mais donc, on passe d'un état où on aurait pu être à plus 6 à finalement, on est à 0. Donc, il y a un peu ce côté pour moi de, alors je sais pas, X-point swing, mais des turnovers qui peuvent à la fois priver Denver de points, mais en plus en donner des points faciles à Minnesota. Donc voilà, pardon, excuse-moi, je me répète, j'essaie d'arrêter de me répéter en podcast, on me fait souvent la critique. Donc premier aspect clé, les turnovers, évidemment, et puis le deuxième où il va y avoir aussi une bataille assez dingue au niveau du jeu des possessions, vous le savez, c'est le rebond offensif. Là encore, comment est-ce qu'on influe sur le nombre de cartouches et le nombre de possessions qu'on a ou qu'on donne à l'adversaire? C'est les rebonds offensifs, évidemment. Et donc là-dessus, Denver est pas mal. Denver est plutôt pas mal et ça peut se comprendre avec un Jokic, avec un Aaron Gordon, avec aussi une stratégie collective, avec des Michael Porter qui vient aussi être le deuxième ou troisième mec qui attaque le rebond, etc., etc. Ils sont quand même pas mal. Ils sont 6e de NBA en termes de rebond offensif. Denver, ils sont vraiment bons. Sauf que de l'autre côté, Minnesota, ils sont 10e.
Donc Minnesota, ils sont quand même pas mal. Et encore, 10e, c'est sur l'ensemble de la saison et de l'effectif. Mais qu'est-ce qui se passe si on resserre encore plus les rotations et qu'on joue encore plus avec un Gobert, par exemple, en playoff, où Gobert va jouer 40 minutes plutôt que 31 ou 32, quoi. Ben voilà, Gobert, il est très compétent. Donc là aussi, clash un peu des deux extrêmes. Et qui est-ce qui va gagner? Qui est-ce qui va gagner entre le rebond offensif de Denver et la protection du rebond offensif pour eux, c'est le rebond défensif, mais vous avez compris, par Minnesota. Là encore, point de bascule. Là encore, je ne sais pas de quel côté ça va tomber. Je ne saurais pas vous le prédire. Mais pour moi, c'est un point à surveiller parce que quand on rajoute les rebonds au turnover, peut-être que la bataille des possessions peut être clé là-dedans, dans ce match-up. Donc voilà. Et peut-être dernier point que j'avais envie de souligner, c'est vrai que Minnesota sort d'une série défensive qui a été fabuleuse. Vraiment fabuleuse contre Phoenix, mais qui, en un sens, je pense, peut aussi s'expliquer par les profils que possède Phoenix, en fait. Notamment un aspect de beaucoup de jump shots dans le périmètre, beaucoup de pull-up, beaucoup d'iso pull-up, et pas beaucoup de drive. Et même au-delà des drives, où effectivement les Suns n'avaient pas de gros drivers, c'est pas une équipe, et c'est pas une attaque d'impact. Voilà, pour essayer d'être un peu caricatural pour une fois, mais les Suns, je ne sais pas si vous voyez l'idée, mais les Suns, c'est une équipe un peu en finesse plutôt que d'impact. Et je parle pas de mentalité là, je parle pas de mastic, d'envie ou d'être dur dans la tête. Non, je parle pas de ça. Je parle de stylistiquement et tactiquement. Les Suns, c'est pas une équipe qui bouge beaucoup. C'est pas une équipe qui va te rentrer dedans. Et d'ailleurs, face à une équipe de Minnesota qui a beaucoup privé d'espace, ils n'ont pas été capables de tactiquement franchir le pas, d'aller au panier malgré tout, d'aller au post-up malgré tout, d'enfoncer le contact malgré tout. Ça, ils l'ont pas fait, Phoenix. Et la différence que je ferais, c'est que Denver, c'est tout l'inverse. C'est vraiment tout l'inverse. Et pour le coup, Phoenix n'a pas pu faire un peu se rentre dedans tactique, pas que dans la tête, hein. C'est pas une question de volonté, c'est pas une question de dureté, mais je parle vraiment de tactiquement et de concrètement sur le terrain. Phoenix n'a pas su le faire. Denver, c'est exactement ce qu'ils savent faire. Mais vraiment, c'est le profil de leur équipe et de leur attaque, c'est ça. C'est d'être une équipe qui est plus grand, plus costaud et plus imposant que tout le monde, et donc qui peut te dominer notamment au post-up, qui peut te dominer au rebond offensif, etc., etc. Qui peut te rentrer dans le lard. Et j'ai même pas encore cité Jokic, évidemment, mais il n'y a pas que Gordon et Porter Jr., mais notamment, c'est exactement ce qu'on avait vu en finale NBA aussi, et même sur les playoffs, le run des playoffs en entier, mais si vous allez voir, vous allez taper Thinking Basketball, la chaîne de Ben Taylor. Je crois qu'il avait fait une ou deux vidéos là-dessus au niveau des finales NBA. Vous voyez que, je crois que le titre de la vidéo, c'était Denver va au mastic. Non, j'exagère, mais c'est Denver domine physiquement. Et il montrait tous les exemples où, contre Miami en finale, il y a telle possession, ils attaquent au poste bas, il y a telle possession, ils attaquent le mismatch, etc., etc. Ils vont au panier. Ils sont trop gros, donc dans le dunker spot, quand tu apportes une aide, il y a Gordon dans le dunker spot qui vient ensuite conclure agressivement. Il y a des lancers francs. Il y a du rebond offensif à foison. Il y a de la taille, même sur les cuts, parce que Michael Porter Jr., même quand il fait des cuts sans ballon et qu'il va au panier, même si c'est pas un bon driver, même s'il fait un cut comme un simple extérieur, Porter Jr., il fait quoi? Il fait 6-8 de taille, et puis il est grand. Enfin, voilà. Il y a ce côté vraiment de taille et de tactiquement agressif et imposant qui fait que c'est pas du tout le même match-up. C'est vraiment pas du tout le même match-up philosophiquement pour Minnesota. Donc là où, pour le coup, je trouve que le match-up de Phoenix était parfait pour eux, parce que c'est une équipe qui, tu pouvais un peu les titiller là-dessus, ils n'allaient pas répondre. Je trouve que tactiquement, ça va pas du tout être la même chose contre Denver, qui, justement, c'est leur force. C'est vraiment leur force. Et autant contre... Je dis ça aussi parce que la défense de Minnesota, pour moi, c'est une défense qui est notamment bouffeuse d'espace, entre guillemets, pour être un peu grossier, pardon, excusez-moi, mais qui arrive à absorber les espaces et qui est magnifique, en fait, qui est vraiment étouffante. Voilà, littéralement, qui est étouffante en termes de absorber les espaces. Et sauf que Denver, ça, ok, ça compte un peu, mais ça compte pas totalement. En tout cas, il n'y a pas que ça. Denver, si tu les prives d'espace et de décalage, comme j'en ai parlé tout à l'heure, mais il n'y a pas que ça. C'est pas hyper grave. Parce que Denver, tu les prives d'espace, tu les prives de mouvement, et tu bouges un peu le terrain, c'est pas grave. Ils peuvent encore t'attaquer un peu frontalement. Jokic, poste bas. Gordon, poste bas ou dans le dunker spot. Ils peuvent aller au panier, chercher plein de lancers francs. Ils peuvent attaquer le rebond offensif à 2, à 3 et y aller agressivement au panier. Ils peuvent envoyer Michael Porter Jr. Là encore, tu t'offres pas un décalage, mais il peut aussi prendre le pull-up par-dessus. Il peut faire des cuts
assez agressif au panier, et sur le cut, s'il est défendu par un poste 3 ou un poste 2 un peu normal, mais il passe par-dessus, etc., etc. Là encore, je peux vous renvoyer à des vidéos qu'on a fait, ou qui ont été faites, pas que moi d'ailleurs, Ben Tyler surtout, sur les finales NBA l'an dernier. Denver peut jouer gros. Donc, je dis ça pourquoi ? Parce que, oui, Minnesota peut annihiler les décalages de Denver, mais peut-être que ça ne sera pas suffisant. Parce que Denver, si tu les prives de ce mouvement et de cette synergie, ils ont encore le répondant de « Ok, on n'est pas arrivé à casser l'état de homme à homme, on n'est pas arrivé à créer du chaos et de la débandade, c'est pas grave, on peut foncer et attaquer dans le lard. » Voilà, pour être un peu caricatural, c'est un peu ça mon idée que j'essaie de faire passer, et d'autant plus, autre aspect dont je voulais parler, mais dernièrement, notamment on a vu que la défense de Minnesota contre Phoenix, elle n'hésitait pas à faire des switches. Et notamment sur les fameux pin down, donc les sorties d'écran, un écran pour un Kevin Durant qui ressort. On a vu dès la toute première possession de la série, Rudy Gobert qui sort très haut, qui presse très haut, et qui reste haut sur le contest, et qui arrive à pas empêcher le tir, mais en tout cas à bien le contester, le pull-up de Kevin Durant dans la mi-distance. Voilà, première possession de la série. On a vu aussi sur des sorties d'écran, sur des pick and roll, ou sur des actions comme ça, des switches, avec le pivot, tu t'en fiches, tu switches, et ensuite tu presses très haut, parce que derrière il y a de l'aide. Voilà, ça on l'a vu contre Phoenix. Et à mon avis, je pense que c'est pas que mon avis, mais j'ai vraiment du mal à voir la défense de Minnesota switcher aussi facilement contre Denver. Je pense pas, parce que contre Denver, si tu switches, derrière t'as Jokic, quoi. Donc tu ne peux pas switcher contre Jokic. Ou alors si tu le fais, il va te punir. Donc, conséquence, tu ne peux pas switcher aussi facilement que tu l'as fait contre Phoenix. Donc peut-être, si tu ne peux pas switcher aussi facilement sur les écrans, peut-être que, justement, cet aspect de neutraliser les écrans, de boucher l'espace, d'être une défense étouffante un peu dans l'espace, peut-être que c'est moins bon. Parce que tu peux pas changer sur les écrans, tu peux pas neutraliser le décalage à l'origine. Donc peut-être que ça a aussi cette conséquence-là. Peut-être que la défense dans l'espace qui a été si étouffante contre Phoenix, peut-être qu'elle le sera beaucoup moins face à Denver, parce que tu as cette menace du switch que tu n'as pas envie de concéder. Ou alors, tu peux te tenter à le faire, de switcher, mais tu peux le payer au poste bas, Jokic, tu peux le payer dans le périmètre aussi. Jamal Murray, il peut parfois punir plutôt pas mal des isolations loin du panier, mais aussi tu peux le punir en termes de mismatch au rebond offensif également. Tu peux le punir sur des mismatchs aussi au poste bas, aussi de Aaron Gordon, si tu as des match-ups qui sont pas les bons en transition, etc., etc. Donc, là encore, je pense qu'il y a une possibilité que ce simple fait de ne pas pouvoir switcher aussi facilement ait des conséquences bien plus graves, et pas que sur les écrans. Peut-être que ce truc de ne pas pouvoir changer fait que la défense entière va être un peu moins étouffante, parce que il faut compenser là, mais du coup ça libère là, etc., etc., quoi. Si tu es obligé de faire des drops, ou si tu es obligé de faire des edges, ou si tu es obligé de pas changer l'écran, il y a d'autres conséquences dans la défense, quoi. Là où contre Phoenix, tu avais un écran pour Durant, mais même pour Durant, tu switches, tranquille, derrière tu quadrilles le terrain, tu presses haut, et puis voilà. Là, tu peux pas faire ça. Donc, à quel point aussi ça va avoir des répercussions, ce non-switch, sur le reste de la défense, je pense que ça va être un point fascinant, mais vraiment fascinant, de cette série. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description, et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.